Bonjour à tous, bienvenue au grand rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos. Notre invitée ce matin est celle dont la mission est de gérer les finances de notre pays, celle qui a la main sur les caisses de l'État, autrement dit sur l'argent des Français. Bonjour Amélie de Montchalin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Amélie de Montchalin, ministre chargée des comptes publics. C'est votre grand rendez-vous jusqu'à 11h. Comment traquer l'argent sale et lutter contre le narcotrafic? Où trouver 40 milliards d'euros? Comptez-vous contraindre l'État à un régime drastique d'économie ou bien allez-vous augmenter les impôts? À mes côtés pour vous interroger, Mathieu Bock-Côté pour CNews. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et Christophe Jacubizine des Échos. Bonjour Christophe. Bonjour. Madame la ministre, nous allons consacrer une large partie de ce grand rendez-vous à nos comptes publics. Mais pour commencer, j'aimerais revenir avec vous sur ce qui s'est passé jeudi dans un lycée à Nantes. Une jeune fille de 15 ans a été tuée, poignardée à de multiples reprises par l'un de ses camarades. Ce n'est pas un fait divers, c'est un fait de société, a déclaré votre collègue du gouvernement Bruno Retailleau, une société dont il dénonce l'ensauvagement. Le lendemain, vendredi, à Alès, un fidèle de la mosquée de la Grande Combe était assassiné là aussi à coups de couteau. Amélie de Montchalin, êtes-vous d'accord avec le diagnostic établi par le ministre de l'Intérieur lorsqu'il parle d'ensauvagement? Je suis d'abord, je crois comme tous les Français, très attristée et très inquiète de voir cette tension extrême, ce sentiment d'insécurité, ces actes qui sont très différents les uns des autres, mais qui disent une chose: nous avons besoin de rétablir l'ordre. Et je suis d'accord avec Bruno Retailleau, avec Gérald Darmanin, avec le Premier ministre, avec le Président, avec en fait toutes les forces, je crois, gouvernementales de l'État, que ce soit des ministres, des policiers ou des citoyens, sur le fait que nous devons collectivement trouver les moyens de nous ressaisir et surtout de garantir l'ordre et la sécurité. Ce diagnostic, il est partagé par tous au sein du gouvernement? Je crois qu'aucun responsable politique n'a oublié que la première des responsabilités, parmi beaucoup d'autres, mais elle est première, c'est d'assurer la sécurité. Et assurer la sécurité, ça passe évidemment par la force de la loi, ça passe par la force des forces de l'ordre et leur capacité à agir, ça passe aussi par, comme le disent un certain nombre d'acteurs, par la société dans son ensemble. Il y a un fait de société, c'est cette présence de couteaux partout dans les établissements scolaires. Vous avez entendu Elisabeth Borne, vous avez entendu le Premier ministre. Comment pratiquement nous éradiquons ces armes blanches des lieux où sont nos enfants et où sont notre jeunesse. Il y a un deuxième élément sur lequel, évidemment, je voudrais ce matin avoir une parole très solennelle, c'est celui du respect de la laïcité, la protection des croyants. Cet homme assassiné dans une mosquée, tout comme certains juifs qui sont molestés, agressés dans des synagogues, tout comme des catholiques qui sont parfois pris à partie dans des églises, tout ceci montre que nous devons assurer ce qui est au cœur de notre pacte républicain, c'est-à-dire la liberté de croire ou de ne pas croire et la sécurité de croire ou de ne pas croire. Et donc je veux d'abord aussi aujourd'hui le redire fermement. Il se trouve que moi j'ai un rôle qui est un peu méconnu parfois des Français, qui est celui de traquer l'argent des trafiquants, l'argent de ceux qui gangrènent nos cités, l'argent de ceux qui en fait prospèrent sur ce qui ensuite, ou déjà au départ, est de la violence extrême. Je pourrais revenir, on travaille on va en parler, Amélie, sur ces sujets aussi, parce que c'est aussi une autre forme de violence, mais qui, encore vous le voyez dans votre journal à l'instant, c'est des morts. Et aujourd'hui, il y a plus de morts dans notre pays par les règlements de compte du narcotrafic que par le terrorisme. Et ça doit nous amener à agir, et je pourrais vous dire comment, d'ailleurs, dans les prochains jours cette semaine, une nouvelle loi, avec le soutien unanime du Sénat et le soutien très très large de l'Assemblée, devrait, je crois, pouvoir être votée, nous donner de nouveaux moyens. On va venir Mathieu Bock-Côté. Mais cela dit, pour bien réagir, pour avoir la bonne réponse, il faut avoir le bon diagnostic. Donc permettez-moi de reprendre la question de Jacques. Le terme ensauvagement s'est imposé ces dernières années pour parler de cette accumulation de faits divers d'une société où les digues qui contenaient la violence se sont effondrées. C'est un terme qui est contesté par certains, revendiqué par d'autres. Est-ce que vous revendiquez, quant à vous, ce terme d'ensauvagement pour parler de la France contemporaine? Je ne vais pas revendiquer un terme ou un autre. Moi, je vais vous dire très clairement, il faut que dans notre pays, qui que l'on soit, on soit en sécurité. Qui que l'on soit quand on est lycéen dans son lycée, qui que l'on soit quand on est un croyant dans un lieu de culte, qui que l'on soit quand on est une mère de famille dans un quartier dit populaire, qui que l'on soit quand on est une personne âgée à son domicile qui se fait parfois molester ou cambrioler par des individus. On peut se passer des heures à discuter, est-ce que c'est comme ci ou comme ça. Moi, si le terme s'impose, je suis certain, c'est pour marquer la gravité des faits. La gravité est extrême, la mobilisation de l'État est extrême, la mobilisation des moyens financiers est extrême. Je vous rappelle que s'il y a 3 budgets qui n'ont vu aucune baisse par rapport à ce qui était prévu dans leur loi de programmation, c'est bien la Défense, le ministère de l'Intérieur
et le ministère de la Justice, quand je suis arrivée dans mes responsabilités le 23 décembre, je l'ai dit, et d'ailleurs c'est acté, nous n'avons pas raboté, certains disaient qu'on rabotait tout, mais s'il y a bien une chose qui n'a pas été rabotée, au contraire, ce sont les ministères régaliens. Donc les faits sont très graves, et je préfère qu'on passe plus de temps, si vous l'acceptez, à discuter de ce que nous faisons, que de qualificatifs. Je soutiens Bruno Retailleau, je soutiens Gérald Darmanin, je soutiens François Bayrou. Vous comprenez la et je soutiens derrière ça. Par exemple, je n'ai pas d'autre terme à l'esprit que l'épidémie d'attaque au couteau. Tout à fait. Il y a un phénomène nouveau, ce n'est plus un événement isolé. L'attaque au couteau devient presque banalisée. Quelque chose s'est brisé dans la fabrique sociale, une digue a cédé. Je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'est pour ça que faire à nouveau de nos écoles des lieux de sécurité, faire que les jeunes ne règlent pas... Comment ces digues ont cédé, comment vous l'expliquez? Je pense qu'un certain nombre d'acteurs le décrivent. Il y a à la fois la pression des images, il y a ces phénomènes, on sait, un peu de concours aussi par les réseaux sociaux, des choses qui circulent à un endroit, qui du coup sont faites par d'autres pour montrer qu'ils peuvent faire encore mieux ou encore plus violent. Nous avions eu ces phénomènes lors des émeutes, vous vous souvenez, en 2023, où on avait compris quand même qu'une partie de ce qui attisait aussi une partie des violences était de facto la manière dont les images de ces actes horribles se perpétuaient. C'est la faute aux réseaux sociaux. Non, c'est pas la faute aux réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'éléments, mais il y en a un qui doit être clair. Vous savez, on dit, pour que l'ordre public soit fort, il faut que la sanction soit prévisible et qu'elle soit certaine. Donc il nous faut avoir un arsenal de sécurité, de justice beaucoup plus ferme, beaucoup plus actif, et je crois que nous y travaillons. Et derrière, il faut que notre société dans son ensemble considère que ce n'est pas banal, ce n'est pas normal que nos lycéens, nos collégiens se baladent avec des couteaux. Ce n'est pas banal, ce n'est pas normal que nous acceptions qu'ils regardent des images toute la journée, justement, au fond, qui sont des formes d'encouragement. Et je le redis, derrière tout ça, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a beaucoup d'argent désormais accessible à ceux qui veulent perpétuer la violence. Pourquoi ? Parce que les trafics, notamment de stupéfiants, sont devenus une source de financement très important, de financement des armes, de financement des trafics, de financement, on le voit parfois même, de groupes violents qui vont régler des comptes parfois très loin de chez eux. Et ce narcotrafic, qui est devenu le carburant d'une partie de la violence que nous observons, pas toute, mais une partie, ce narcotrafic, nous avons mis désormais, non pas seulement la police, la justice, mais aussi l'économie. Et c'est pourquoi nous avons, dans les prochains jours, un vote, je le disais, à l'Assemblée et au Sénat, qui va nous permettre de mettre vraiment, de manière totalement coordonnée, les forces de l'ordre, les forces de la répression, de la justice et la lutte contre le blanchiment. Moi, je suis la ministre des Douanes. Que font les douaniers ? Ils luttent contre les flux de drogue, ils luttent contre la logistique des trafics, mais surtout, ils luttent contre eux et ils tapent au portefeuille. Nous saisissons l'argent des trafiquants. Nous gelons l'argent des trafiquants. Mais vous faites une réponse à propos de phénomènes massifs, majeurs, le narcotrafic, d'énormes quantités d'argent qui circulent. Là, on parle d'autre chose un peu. Cette violence au quotidien d'un jeune qui a 15 ans qui décide d'aller poignarder comme ça dans son établissement. Là, un fidèle musulman qui se fait attaquer. Au quotidien, j'ai l'impression que la violence au quotidien est un peu évacuée de votre analyse en ce moment. Merci. Mon analyse, elle est que cette violence, elle a des causes différentes. On parle d'actes racistes, on parle d'actes contre des croyants, qui sont des actes ignobles. Prémoniser, c'est une ignominie. Donc ce sont des actes qu'il nous faut réprimer en tant que tels. Donc il faut qu'on fasse toute la lumière et qu'on fasse les enquêtes pour qu'on comprenne qui sont ces gens, est-ce qu'ils sont isolés, est-ce qu'ils sont dans un réseau, d'où ça vient. Vous avez d'autres actes qui sont des actes, on l'a vu, qui sont liés aussi à Nantes. Ce qu'on comprend, c'est un jeune en très grande souffrance psychiatrique et mentale, qui du coup perpétue des actes, et on dit même qu'il n'était probablement pas totalement conscient à ce stade de l'enquête de ces actes. Ça, c'est un autre phénomène. Et puis vous avez le phénomène d'effectivement des couteaux, des gangs, des bandes, et vous avez ensuite, et ça je le redis, les grands trafiquants. Ils ont besoin de cette jeunesse. Ils la payent, ils l'alimentent, ils l'arment. Et donc nous, bien sûr qu'il faut qu'on soit sur le terrain avec les forces de l'ordre pour lutter pied à pied dans toutes les rues, dans tous les villages de France, mais surtout, il faut qu'on soit aussi capable de remonter la chaîne et de considérer qu'une partie de cette violence, aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous parle, comme vous dites, des grandes questions, oui, aujourd'hui, cette violence, elle est aussi financée par le blanchiment, les narcotrafiquants. Elle est financée par la drogue, mais elle utilise les mineurs aussi, très souvent. Justement, il y a une proposition de loi de Gabriel Attal sur la justice des mineurs qui va être examinée dans quelques semaines, le 6 mai à l'Assemblée. C'est un tour de vis vers plus de sévérité, comparution immédiate possible à partir de 16 ans et fin de l'excuse de minorité
à partir de 16 ans pour les faits les plus graves. Madame la ministre, on en parlait ce matin à l'antenne de CNews, il y a un an, jour pour jour, le 27 avril, Mathis, 15 ans. Il perdait la vie à Châteauroux après avoir été poignardé. Le procès se tiendra dans un mois. L'auteur présumé de ces faits était un jeune Afghan âgé de 15 ans, donc en dessous de 16 ans. Cette proposition de loi qui va être débattue dans quelques semaines, proposée par Gabriel Attal, est-ce qu'elle n'est pas déjà dépassée finalement par les faits que l'on peut constater dans notre société aujourd'hui? Vous voyez comment marche une république. Une république, elle a des fondements, elle a une constitution, elle a des textes fondateurs. Et puis elle regarde la réalité du monde. Et une république, une démocratie, ce que notre devoir collectif, c'est d'adapter nos lois à la réalité sans contrevenir à nos valeurs, à nos principes. Donc vous voyez, nous n'avons pas la main qui tremble quand il s'agit de renforcer l'arsenal juridique, sécuritaire ou, en l'occurrence, économique, je vous l'ai dit. La proposition de loi va être débattue et vous savez qu'elle a le soutien du gouvernement. Ensuite, nous avons des magistrats qui, quand on ne rentre pas strictement dans le cadre des petites lignes de la loi, ont toute responsabilité pour prendre les mesures qui s'imposent. Mais voyez bien que notre but, c'est pas fait divers après fait divers de revoir la loi, c'est de poser des cadres stricts, de donner des moyens à la justice, de donner des moyens et surtout de donner de la force à la loi. De la force à la loi pour que les événements arrivant, les juges, les policiers, tout l'arsenal de l'État et la manière de répondre. Et en l'occurrence, j'ai toute confiance dans la justice de mon pays, j'ai toute confiance dans la capacité de notre République à faire face aux événements. Là où je crois que nous devons collectivement évoluer, c'est que ça ne peut pas être juste la question des policiers et des magistrats. Quand Bruno Retailleau parle de fait de société, cela montre qu'il faut qu'on interroge nous tous ce que nous véhiculons à notre jeunesse, les repères que nous lui donnons, l'avenir que nous construisons et comment du coup on est beaucoup plus fort collectivement. Les parents ont un rôle à jouer, les éducateurs ont un rôle à jouer, les élus locaux ont un rôle à jouer et que nous fassions bloc. On marque une non courte pas en pause, Amélie de Montchalin. mais divisant, mais en agissant ensemble. Et dans un instant, on va parler longuement de nos finances publiques. On va revenir aussi sur le rétablissement du contrat entre l'État et le lycée à musulman Averroès, imposé par la justice. A tout de suite sur Europe 1 et CNews. Le grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos, avec la ministre chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin. Amélie de Montchalin, la justice a décidé mercredi de rétablir le contrat qui liait l'État au lycée musulman Averroès, qualifié par le ministre de l'Intérieur de bastion de l'entrisme islamiste. Quelle est votre analyse pour vous? Est-ce qu'il est du devoir de l'État de faire appel de cette décision? Je rappelle que si le contrat est rétabli, l'État va devoir de nouveau verser les subventions à ce lycée qui représente 1 600 000 € par an. Eh bien, je laisse ma collègue ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et les services de la préfecture voir s'il y a matière à poursuivre et donc leur projet initial est donc de faire appel. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, ministre des Comptes publics, évidemment, quand le droit dit qu'il y a contrat et qu'il y a donc respect des valeurs républicaines, nous payons ce que nous devons aux établissements. Et quand ce n'est pas le cas, nous ne payons pas. Je pense que les citoyens doivent avoir confiance dans le fait que la première des choses que nous faisons, c'est de respecter le droit. Et donc, je laisserai évidemment ceux en charge de ce dossier dire comment ils envisagent la suite. Ce qui est certain, c'est que derrière se pose la question de nos valeurs républicaines. Vous voyez que nous n'avons pas le bras qui tremble. Vous voyez que quand il y a des doutes, nous faisons enquête et saisissons les tribunaux administratifs. Les tribunaux sont également dans leur rôle. Le processus peut se poursuivre ou ne se poursuivra pas. Telle sera la décision de l'État. Vous noterez que Xavier Bertrand, par exemple, a dit que c'est tellement grave l'accusation qu'il préfère suspendre le rétablissement des financements le temps de l'appel. Autrement dit, à sa manière, conteste-t-il une décision de justice? J'en sais rien. Mais il dit que c'est tellement grave qu'il faut suspendre néanmoins les financements. Écoutez, moi, il ne faut pas les rétablir. J'applique le droit. Tout le droit et rien que le droit. Et je pense que vous comprenez qu'en tant que ministre des Comptes publics, ce n'est pas à moi de vous donner la stratégie ou l'orientation qui sera celle de l'État sur ce sujet. Et les valeurs de la République, évidemment, ne souffrent d'aucune entaille, ne souffrent d'aucune faiblesse. Et donc, je pense que nous avons sur ce Bruno sujet... Retailleau a déjà donné une certaine orientation en parlant de l'entrisme islamiste. Ce sont les faits qui avaient été reprochés. Et donc, vous verrez dans les prochains jours la manière dont l'État et le gouvernement poursuivront ou pas leurs décisions en cette matière. Christophe Jacubizine. Amélie Montchalin, on va parler de l'un de vos objectifs principaux, ce qui est de trouver 40 milliards d'euros d'ici le vote du prochain budget 2026. Je rappelle quand même les chiffres, on est quand même bonnet d'âne en Europe en termes de déficit public, puisqu'on atteint 5,8% de déficit public l'an dernier, c'est le pire pays de la zone euro, et qu'en matière de dette par rapport à notre PIB, autre indicateur, 113%.
Là encore, on n'est pas les derniers, mais pas très loin. Comment on trouve 40 milliards? Vous aviez commencé à évoquer des pistes avec le conclave, les partenaires sociaux qui avaient évoqué l'idée peut-être de raboter l'avantage qui est donné aux retraités d'abattement de 10% sur leur pension. Patatras, votre collègue Gérald Darmanin, ministre de la Justice, a dit que c'était une très mauvaise idée. Alors, quelle est la position du gouvernement sur la réduction de cet abattement de 10%? Alors, peut-être déjà partir du départ. Premier point, vous l'avez très bien dit, nous sommes à un moment où on a au fond deux choix devant nous. Soit on considère que la situation politique est difficile, qu'au fond, ce déficit, il est très important et que nous n'avons pas les moyens d'agir, et donc nous faisons l'autruche. Nous restons dans le déni, nous ne faisons rien, et derrière, je peux vous dire, est-ce que c'est dans 2 ans, 5 ans, 10 ans? Ce qui est certain, c'est que nous allons perdre notre souveraineté. Nous allons perdre, si nous restons là, notre capacité à financer les priorités des Français, et nous allons perdre notre capacité, au fond, à être une nation qui définit son avenir, et donc un pays souverain. Soit nous avons une deuxième option, celle que, par définition, vous allez comprendre que je défends. C'est celle de considérer qu'un budget, c'est pas un tableau de chiffres. Un budget, c'est un moment profondément démocratique où chaque année, un pays doit choisir ce qu'il met au cœur de son pacte financier. Et dans son pacte financier, il met beaucoup d'éléments qu'il me semble que nous devons, en tant que nation, considérer comme une somme de choix qu'il nous faut chaque année décider collectivement. Et donc pour moi, j'ai un premier objectif, que vous avez vu que le Premier ministre poursuit activement, c'est que nous ouvrions grand les portes et les fenêtres du budget. Que nous n'enfermions pas le budget dans un mois de débat parlementaire entre politiques et experts à l'Assemblée et au Sénat au mois d'octobre, chaque année, et qui soit, au fond, enfermé dans le temps et enfermé surtout entre les participants de ce débat. Apparemment, vous n'avez pas le droit d'ouvrir les portes ou les fenêtres, puisque vous avez proposé une idée. Mais je vais y revenir. Ce n'est pas une idée complètement idiote. Je vais y revenir. Et un de vos collègues referme la porte. Quand on ouvre les portes et les fenêtres, on dit quoi? On dit, voilà, il y a des grands sujets devant nous. Il y en a un qui s'appelle le financement des retraites. Et je suis totalement d'accord avec Gérald Darmanin. Nous disons la même chose. Le sujet, ce n'est pas les retraités, c'est le système des retraites. À tel point que nous avons considéré que sur ce débat, plutôt que d'avoir un sempiternel, vous voyez, débat nocturne entre quelques députés experts au mois de l'automne, nous avons demandé, le Premier ministre, aux partenaires sociaux, de proposer une piste de retour à l'équilibre du système des retraites pour 2030. Et il se trouve que le président du MEDEF, le président de la CPME, les petites et moyennes entreprises, Gilles Berset, qui préside le Conseil d'orientation des retraites, des syndicalistes, disent il y a dans toutes les options que nous regardons pour que ce financement du modèle social soit plus équilibré, il y a cette piste-là. Et moi, ne porte pas uniquement sur les actifs, c'est ce que vous dites. Et ce que je vous dis, c'est que moi, je suis ministre des Comptes publics et je cherche surtout à avoir un consensus. Je cherche des mesures de compromis. Mais vous avez bien un avis. Je cherche à ce que nous avancions. Et donc, ce n'est pas mon rôle, moi, d'aller dire, vous voyez, au patron du MEDEF, aux syndicalistes, au patron de la CPME, eh bien, écoutez, ce sujet-là, il est interdit. Précisément alors qu'avec le Premier ministre... C'est ce qu'a dit Gérald Darmanin. Non, Gérald Darmanin et moi, on dit exactement la même chose. Non, pas tout à fait. On dit, on ne veut pas de rabot indifférencié, non préparé. Je suis d'accord, c'est bien pour ça qu'il nous faut un débat factuel, transparent, collectif. Gérald Darmanin et moi, nous disons la même chose. Au cœur du financement du modèle social, aujourd'hui, il y a un problème majeur. Lequel? C'est que tout ce financement repose sur les actifs. Donc vous voulez faire payer les retraités? Non, ce que je vous dis, c'est que ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que ça repose sur les actifs? Tabou, on a dit. Moi, j'ai 40 ans. J'ai 3 enfants. Comme beaucoup de gens de mon âge, je suis à la fois, bien sûr, préoccupée par ce que vont devenir mes enfants demain. J'ai aussi des parents, des beaux-parents, qui vieillissent et pour qui les uns les autres se demandent comment l'avenir et de quoi sera-t-il fait. Je paye, comme beaucoup de Français à notre âge, c'est le moment où on paye le plus d'impôts, c'est entre 40 et 45 ans. Mais moins d'un Français sur deux, on y va. Et aujourd'hui, c'est quoi le grand problème de notre pays? C'est que quand on travaille, il y a tellement de charges, que les Français ne gagnent pas assez bien leur vie. Et ça, on est complètement d'accord avec Gérald Darmanin pour dire c'est un énorme frein. On est d'accord aussi pour dire qu'aujourd'hui, les entreprises n'ont pas assez d'incitation pour embaucher, pour investir, puisqu'elles-mêmes ont beaucoup de charges. Et on voit quoi? On voit que les retraités eux-mêmes nous disent en fait, c'est vrai que c'est un débat, on parle d'une économie qui a l'impression de se rétrécir et que nous passons nos journées à savoir comment on va répartir une richesse qui est en décroissance. Mais est-ce qu'il n'y a pas un choc intergénérationnel là-dedans, très clairement? D'un côté, il y a les retraités qui sont soutenus par les actifs pour l'essentiel, et de l'autre côté, les actifs qui ont l'impression de se faire pressuriser, hyper fiscaliser. Je comprends que vous souhaitez le consensus, mais est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, objectivement, un choc des générations dans le financement du modèle social? Vous savez ce qu'on a? On a surtout un choc de production. Pourquoi on débat de ça à l'infini et qu'effectivement certains pensent, et ce n'est pas mon objectif, que la guerre des générations est la seule issue? Pourquoi on a un problème? Mais parce qu'aujourd'hui, on a encore
beaucoup trop peu de Français en âge de travailler qui, malheureusement, ont la possibilité de travailler. Nous avons un taux d'emploi des jeunes qui est plus faible que partout autour dans les pays voisins. Ça veut dire qu'on a des jeunes qui veulent travailler et qui n'arrivent pas à travailler. Comme ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de revenus. Comme ils ne travaillent pas, ils ne cotisent pas. Comme ils ne travaillent pas, ils ne produisent pas. Vous avez la même chose de l'autre côté. Vous avez un taux d'emploi des seniors qui est plus bas que partout ailleurs en Europe. Parce qu'ils voudraient travailler. Aucun senior aujourd'hui à 55 ans ne vit bien l'idée que son employeur le met de côté. Et donc notre choc, pourquoi on a cette tension entre générations ? Et parce que le Premier ministre l'a dit, nous ne produisons pas assez. Et malheureusement, nous avons encore trop de gens qui voudraient travailler, qui n'arrivent pas à travailler. Et donc au cœur de ça, il y a quoi ? Il y a notre modèle social, les charges, les contraintes faites aux entreprises, les contraintes faites à ceux qui voudraient travailler. Vous avez vu le débat sur le fameux 1er mai. Donc moi, mon enjeu, c'est quoi, ministre des Comptes publics ? C'est pas juste de répartir, vous voyez, un gâteau qui se rétrécirait, c'est de donner toute la force au pays, aux entreprises et à l'emploi pour qu'ils se développent, que nous menions plus de gens au travail, que nous soyons plus nombreux à travailler, que nous créions plus de richesses. Et dans ce cas-là... Il faudrait baisser les impôts pour ça. Or, ce n'est pas ce que vous annoncez. Vous êtes plutôt en train de chercher de raboter des niches et d'ajouter de nouveaux impôts. François Rebsamen, votre collègue à l'aménagement du territoire, vient d'annoncer ce matin dans Ouest France l'idée d'une contribution locale qui remplacerait en quelque sorte la taxe d'habitation. Considérer qu'avec tous les impôts qu'on a, on peut bien peut-être se dire, et ça sera une discussion qu'on a, qu'il y a peut-être un petit bout d'un impôt qui existe qu'on pourrait mettre plutôt en lien entre un citoyen d'une collectivité et son maire. Oui, mais c'est un nouvel impôt. Non, mais on peut en supprimer, vous savez. On en supprime plus en qu'on en crée. Commençons par supprimer, et après parlons de nouveaux impôts. Moi, plusieurs choses. Un, nous sommes le pays record du monde des impôts. Donc, moi, ministre des Comptes publics, alors que je vous dis que notre sujet, on s'en sortirait tous collectivement beaucoup mieux. Vous savez, si on arrivait à avoir le même taux d'emploi des jeunes et des seniors que de l'Allemagne, nous aurions déjà résolu la moitié de notre déficit. Donc mon combat, c'est quoi ? C'est déjà d'arriver à ce que nos entreprises embauchent, que les Français puissent travailler, que nous générions de la richesse et que cette richesse nous permette de financer notre modèle social. Et ça, il faut baisser les impôts deuxième sur les chose, entreprises et sur les actifs. Bien sûr, et donc c'est pour ça que les partenaires sociaux sont absolument clés dans cette affaire. Pourquoi ils sont clés ? Parce que vous voyez bien que ce débat, ce n'est pas un débat budgétaire, ce n'est pas un débat comptable, c'est un débat de la société avec elle-même qui dit au fond, comment nous finançons notre modèle social ? Oui, bien sûr, des économies à faire sur certains éléments du modèle social. Justement, Amélie de Montchalin va y venir. Les arrêts de travail qui sont parfois fraudés. Une courte pause. On a des économies à faire, mais non, nous n'allons pas augmenter les impôts, ni des classes moyennes, ni des classes populaires. Nous allons réformer notre État, et je crois qu'il est sain que dans un pays comme le nôtre, les débats budgétaires puissent se faire portes ouvertes, avec transparence, avec les Français, avec les économistes, avec la société civile. C'est pour ça qu'on est au mois d'avril, et que le débat, les décisions, et donc in fine, le résultat, ce sera au mois d'octobre. Amélie de Montchalin, ministre chargée des comptes publics sur Europe 1 et CNews. Le grand rendez-vous se poursuit jusqu'à 11h. On marque une pause. À tout de suite. Le grand rendez-vous Europe 1, CNews, les échos, avec notre invitée Amélie de Montchalin, la ministre chargée des comptes publics. Amélie de Montchalin, avant de parler des économies que compte faire le gouvernement, j'aimerais juste revenir avec vous sur ce sujet de l'abattement fiscal de 10% qui concerne les retraités. Aujourd'hui, connaître très précisément votre position. Vous êtes pour ou contre ? Moi, je suis pour que quand pour on a de l'abattement, un système de protection sociale qui est sous l'autorité des partenaires sociaux depuis 1945, c'est comme ça que ça marche dans notre pays. Nous laissions les partenaires sociaux, c'est-à-dire les chefs d'entreprise, les syndicats, aller au terme de leur travail et nous dire comment ils veulent que nous rééquilibrions les choses. Mais votre position à vous ? Ma position, déjà, c'est qu'on arrête de dire n'importe quoi sur ce sujet. Depuis une semaine, j'entends n'importe quoi. Ce fameux abattement dont on parle, contrairement à ce que Laurent Wauquiez a dit, c'est pas du tout 10% d'impôts en moins pour les retraités. C'est un abattement jusqu'à 4 400 € du revenu qui bénéficie donc à la moitié des retraités qui sont de classe plutôt moyenne et supérieure. Ça ne concerne pas les retraités modestes. Et c'est une mesure qui a été créée, rappelons-nous, en 1978, dans un monde qui était très très différent d'aujourd'hui. Juste vous êtes plutôt favorable. Non, moi, ce que je veux, c'est que ce débat ne soit pas un débat hystérisé, ne soit pas un débat caricaturé, ne soit pas un débat simplifié ou qui devienne simpliste. C'est que nous laissions, quand le patron du MEDEF, le patron de la CPME, les syndicats travaillent. Est-ce que mon rôle, moi, de ministre, c'est de leur dire, vous savez quoi ? On vous a donné carte blanche, dire ce que vous en pensez quand même. Mais moi, ce que j'en pense, c'est vous qui gérez les caisses de l'État, vous avez un avis. Le monde change. Nous ouvrons aujourd'hui, au mois d'avril, mai, des débats pour que nous ayons un consensus, que nous ayons un chemin d'accord, et surtout que le pays, quand il débattra du budget,
dans l'Assemblée nationale et au Sénat au mois d'octobre, le fasse non pas en vase clos, non pas en s'étant enfermé sur lui-même, mais en prenant en compte ce que la société aura d'ici là généré. Et je suis très heureuse que ce débat vive et qu'on regarde le monde d'aujourd'hui, qui n'est plus le même qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, en moyenne, un homme passe 17 ans à la retraite, là où quand cet abattement fiscal avait été créé, il passait en moyenne 5 ans à la retraite. On a bien compris. C'est pas un élément inintéressant dans le débat. Non, on a bien compris. Et donc que nous puissions en débattre. On a bien compris votre préférence. Je vais vous parler d'un sujet, avant de parler des économies que peut faire l'État sur les dépenses, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail, et nous en faisons beaucoup. Une question qui vous concerne plus directement, parce que là, pour le coup, c'est dans vos attributions. Vous dites que l'assurance vieillesse, c'est plutôt les partenaires sociaux. Là, c'est les impôts. Les niches fiscales, certaines sont sur la table aujourd'hui. Par exemple, la déduction pour emploi à domicile, par exemple, les fameux chèques emploi-service, ou encore l'assurance vie. Est-ce qu'il faut réduire ces deux avantages fiscaux? Alors, les niches fiscales, juste là aussi, posons les choses très calmement, rapidement. Aujourd'hui, il y a 467 niches fiscales. Nous sommes le deuxième pays d'Europe et du monde record en nombre de niches fiscales. Mon premier objectif, là aussi, c'est que un budget, c'est pas quelque chose de figé. Je pense qu'il est utile que régulièrement nous regardions si nos mécanismes fiscaux sont adaptés, sont justifiés, si les Français veulent qu'on y dédie des moyens. Et donc j'ai proposé, à mon avis c'est de salubrité publique, que nous fassions avec les parlementaires une revue de ces 467 niches fiscales pour savoir si elles étaient justifiées ou inutiles, ou à modifier ou à réformer. À partir du moment où vous dites « je vais regarder les niches fiscales », les gens vous disent « ah, vous allez augmenter les impôts ». Et donc j'ai dit non, si on en supprime beaucoup de ces niches fiscales, alors je m'engage à ce que nous baissions les impôts de tous les Français, plutôt que d'avoir des niches qui bénéficient à quelques-uns, que nous ayons des impôts plus bas pour tout le monde. C'est un engagement que je prends parce que mon objectif, je le redis, n'est pas de financer notre déficit par les impôts. Et il y a des niches fiscales qui sont essentielles. Les niches fiscales qui aident les personnes âgées à être aidées à domicile, on va évidemment pas y toucher. Les niches fiscales qui aident les familles à faire garder leurs enfants, on va évidemment pas y toucher. La niche fiscale qui permet à des personnes de préparer leur retraite en mettant de l'argent sur ce qu'on appelle aujourd'hui les PER, on va évidemment pas y toucher. L'assurance vie, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est de faire à la fois de l'efficacité, est-ce qu'on finance des choses qui sont prioritaires, et de l'équité. Et je pense, si on supprime, vous voyez, pour 300 millions de niches dans les coins, bon, on aura fait un petit ménage. Si on se dit qu'on va plus loin, parce que les parlementaires nous soutiennent pour aller plus loin, et que donc c'est potentiellement beaucoup d'argent qui est récupéré par l'État, alors je m'engage à ce que 2 tiers, 3 quarts de l'argent que nous aurons récolté soit rendu aux Français. C'est plus la totalité, là, c'est 2 des tiers, baisses d'impôts. Mais qu'est-ce qui se joue derrière? C'est à nouveau, est-ce qu'on veut subir nos habitudes, ou est-ce qu'on considère que nos finances publiques, qui sont au cœur de notre pacte de nation avec elles-mêmes, c'est quelque chose que nous choisissons, que nous orientons, que nous mettons en face de nos priorités. Là aussi, ne créons pas d'anxiété inutile, mais si nous restons à modèle inchangé, si nous ne touchons rien, je peux vous dire où nous allons. Ah ben justement, nous allons devant une très grande crise et une perte de souveraineté. Donc débattons des choses, mettons les choses sur la table. Je trouve qu'il est sain que ce débat vive aujourd'hui. Viendra le temps des décisions, viendra le temps du débat, ce sera au mois d'octobre. Mais entre-temps, si les Français peuvent mieux comprendre comment les choses fonctionnent, comment elles sont structurées, qu'est-ce qu'elles ont comme avantages et comme inconvénients, je pense que nous faisons un progrès démocratique. Amélie de Montchalin, est-ce que l'État va se soumettre à un régime drastique? Là, on parle des impôts pour les Français, mais est-ce que l'État lui-même va s'imposer un régime? Et comment? En 2025, l'année là en cours, l'État est en train de faire le plus grand effort de réduction de son fonctionnement, de ses dépenses de fonctionnement depuis 25 ans. Combien? Depuis 25 ans. Nous sommes en train de réduire notre dépense publique de 2%, comme on dit en valeur, c'est-à-dire c'est inédit depuis 25 ans. Cette semaine, avant-hier, le Premier ministre a pris 3 décisions très fortes, vous l'avez vu. Une décision sur, d'abord, 5 milliards d'euros d'économies que nous faisons pour que nous ne dépassions pas notre objectif de 5,4% de déficit. Il a pris une deuxième décision très forte sur la masse salariale et sur l'emploi public, pour que nous arrêtions d'avoir une hausse de notre masse salariale et de nos emplois publics qui ne soit pas en phase de nos moyens de financement. Entre 2019 et 2024, les dépenses de l'État dans le PIB ont augmenté de 1,8 points. Ça aussi, c'est un record en Europe. Pas les dépenses de l'État, les dépenses publiques. Je vous donne un chiffre l'année dernière. Les administrations publiques. L'année dernière, la dépense totale, elle augmente de 2% en volume. L'État fait plus 0,7, les collectivités font plus 3,1 et la sécurité sociale fait plus 3,6. Donc oui, l'État, les ministères, notre organisation, nous faisons des efforts. Et puis surtout, ce que je vais vous annoncer ce matin, c'est que nous voyons bien qu'il faut que, parce que nous demandons des efforts collectifs, que nous, dans notre organisation de l'État, nous soyons irréprochables. Vous savez que nous avons
un sujet qui s'appelle les opérateurs et les agences. Nous avons une Et on organisation en parle beaucoup. qui est devenue, par certains aspects, illisible, qui est devenue difficile à comprendre pour les Français et qui d'ailleurs, je crois, crée des inefficacités pour l'État. Je vous annonce que nous allons, d'ici à la fin de l'année, proposer dans le budget que 1/3 des agences et des opérateurs qui ne sont pas des universités soient fusionnés ou supprimés. Fusionnés ou supprimés. Que nous réduisions notre complexité, que nous remettions un État C'est-à-dire plus que fort, vous, plus efficace vous sur le virez terrain. des gens. Ça veut dire qu'on va faire des économies effectivement de fonctionnement. Ça veut dire qu'on va effectivement rapprocher des équipes, donc il y aura effectivement moins d'emplois publics à la clé. Vous savez, aujourd'hui, on a 180 000 personnes qui travaillent dans les agences et les opérateurs, c'est-à-dire plus que de gendarmes dans le pays. Ces 180 000 personnes, elles ont toutes un métier, elles ont un rôle, elles ont une mission. Notre rôle, nous, c'est de considérer là aussi que les choses ne sont pas immuables. Mais soyons concrets, Quand ce moins n'est d'emplois pas- publics à la clé égale des gens qui ne travailleront plus pour l'État, qui vont être virés d'une manière ou de l'autre. Mais vous avez ce qu'on appelle la pyramide des âges. Oui. Vous avez des gens qui partent à la retraite. Vous avez des gens que vous pouvez mettre ensemble et donc que certains qui partent à la retraite ne soient pas remplacés. Vous savez, on a plein de moyens sans faire dans la casse sociale et dans la tronçonneuse, parce que ce n'est pas mon approche et je pense que nous devons faire les choses avec clarté, transparence et méthode. Je vous annonce que 1/3 des agences et des opérateurs qui ne sont pas des universités seront dans les mois qui viennent, parce que nous avons... Lesquels, par exemple? Alors, on a un travail qui est double. On a un travail qui est sous l'autorité du Premier ministre, mené par les plus hautes autorités administratives de ce pays, pour que l'État lui-même fasse sa vision des choses. Et il y a un travail que je veux ici saluer, qui est une commission d'enquête qui est menée par les sénateurs, et en particulier la sénatrice des Hauts-de-Seine, Christine Lavarde, qui mène un travail de revue extrêmement précis. Je serai d'ailleurs auditionnée par sa commission mi-mai. Je ferai des annonces à ce moment-là aussi en réponse à ses propres travaux et questions. Là aussi, on fait des choses avec méthode. Je ne viens pas sur votre plateau pour vous dire, vous voyez, j'ai ma tête de turc ou j'ai celui-là que je vais couper à la tronçonneuse. Ce n'est pas ça le but. Mais le but, c'est de dire, oui, l'État, 1, fait des efforts aujourd'hui. 2, reprend le contrôle sur sa masse salariale. 3, reprend le contrôle sur ses dépenses de fonctionnement. 4, va faire du ménage dans ce qui est notre organisation. Parce que les Français le demandent. Et je voudrais le dire ici avec peut-être des mots simples. Mais moi, ma responsabilité, c'est de faire rappeler à chaque acteur public qu'il n'y a pas d'argent public. Il n'y a pas de l'argent de l'État. Il n'y a que l'argent des Français. L'argent que nous gérons tous les jours, c'est le vôtre, c'est celui des gens qui nous regardent, c'est le nôtre, c'est celui des Français. Et donc, on a un devoir de rigueur, on a un devoir de sérieux, et on doit rendre des comptes, et donc faire tout ce travail d'organisation efficace et de supprimer ce qui est inutile ou qui, aujourd'hui, coûte trop cher. Justement, vous parlez de l'exemplarité de l'État. J'aimerais aborder avec vous un point. Par exemple, les avantages des anciens premiers ministres. Je rappelle que les anciens premiers ministres bénéficient d'un bureau mis à disposition par l'État, d'un conseiller, d'un assistant à disposition, d'une voiture de fonction avec chauffeur. Ça fait partie de ces symboles, évidemment, ce n'est pas des milliards d'euros, mais ça fait partie de ces symboles politiques. Vous, en tant que ministre chargé des comptes publics, qui gérez l'argent des Français, vous venez de le dire, quel regard vous portez sur tous ces avantages? Alors, j'en porte 2. Il y a une partie qu'on peut tout à fait débattre en tant que démocratie. Les parlementaires pourront faire leurs propositions. Je ne parle pas de débat, je parle de votre position. Non, mais à vous. il y a une partie, on peut considérer qu'une partie de cela est bien sûr dans le débat. Il y a une deuxième partie, par contre, sur laquelle je ne peux pas transiger. C'est la sécurité de nos anciens premiers ministres et la sécurité de nos anciens présidents. Pourquoi certains ont effectivement demandé à avoir accès à cette voiture avec chauffeur? C'est aussi parce qu'ils ont un officier de sécurité. C'est aussi parce que certains d'entre eux, et je pense que notre pays dans son ensemble, regretterait que tel ou tel homme ou femme qui a servi son pays au plus haut niveau se retrouve demain agressé. Donc, je fais la part des choses. Il y a une partie, je pense, c'est un budget de quelques millions d'euros. Mais ça fait partie des symboles dont vous C'est parlez, donc, Madame la dans Ministre. ce budget de quelques millions d'euros, il y a une partie sur laquelle je pense que c'est du populisme que de considérer qu'on fera des économies, c'est leur sécurité. Il y a une partie que je suis tout à fait prête, si le Parlement, là aussi, a envie d'aller sur ce sujet, Quoi, par exemple? si les enjeux d'assistantes et de secrétaires, si on cherche à le supprimer, je n'y vois pas Et d'inconvénient. vous estimez aujourd'hui que Gabriel Attal, qui a 36 ans, Non, alors vous savez, Gabriel doit Attal, avoir... ne Il bénéficie est pas de cela, parlementaire, mais puisque c'est qu'il- tous ceux qui sont parlementaires, Il donc est Elisabeth parlementaire. Borne est parlementaire, Gabriel Attal Mais demain, est le jour parlementaire, où elle n'est plus François parlementaire. Hollande est parlementaire, et ensuite c'est aussi une Amélie de décision Montchalin, le individuelle. jour où Gabriel Attal n'est plus parlementaire, il a 36 ans aujourd'hui, le jour où il n'est plus parlementaire, il aura le droit à une voiture avec chauffeur jusqu'à ses 67 ans. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous savez, Gabriel Attal aujourd'hui est à mon avis très identifié par les Français. Je pense que le pays dans son ensemble regretterait beaucoup qu'il se fasse agresser parce qu'on l'a laissé Parce qu'il n'a pas de potentiellement... voiture avec chauffeur. La voiture derrière, c'est la sécurité de ses déplacements. Donc je ne vais pas vous débattre ici en longueur sur un sujet. Ce que je vous C'est dis, vous qui c'est êtes venu que... sur le terrain des symboles, Madame la Ministre. Oui, tout à fait.
La sécurité, ce n'est pas un symbole. Sur ça, je ne transigerai pas. Le reste, nous pouvons en débattre. Je n'ai pas de tabou sur le sujet et je pense que nous pouvons avoir un débat là aussi raisonnable. Mais raisonnable, ça veut dire aussi chiffré. Et que vous voyez, les opérateurs dont je vous parle, supprimer un tiers ou fusionner un tiers des agents, c'est 2 à 3 milliards d'euros d'économie à la clé. Ce dont vous me parlez, on parle de quelques millions. Je n'ai pas de tabou sur le sujet, mais là aussi, faisons les choses avec méthode et ne laissons pas croire aux Français que c'est par ces avantages, à nouveau, je n'ai pas de tabou pour les remettre en question, que nous ferions les économies les plus importantes dans notre pays. Amélie de Montchalin, ministre chargée des comptes publics, invitée de la grande interview, du grand rendez-vous, Europe 1, CNews, Les Échos. On vous retrouve tout de suite. Le grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos, avec ce matin notre invitée Amélie de Montchalin, la ministre chargée des comptes publics. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h avec Mathieu Bock-Côté pour CNews et Christophe Jacubizine du journal Les Échos. Avec Amélie de Montchalin, encore un dossier emblématique du grand écart entre les mots et les actes. ArcelorMittal, le sidérurgiste qui a annoncé la suppression de 630 emplois en France, dans des usines, notamment dans le Nord, alors que c'est un industriel qui était largement soutenu par des plans de soutien, des subventions. Vous êtes chargé des comptes publics, des centaines de millions d'euros de fonds publics, la volonté aussi de l'aider à se reconvertir vers un acier plus vert, plus responsable. Et puis au final, donc, cette délocalisation à marche forcée, sans doute vers l'Inde ou d'autres pays, est-ce que c'est un échec total à la fois de notre politique industrielle, une volonté de souveraineté, notamment sur des métaux en tout cas importants, qui ne sont pas stratégiques, et puis aussi l'incapacité, au fond, pour l'État de relocaliser, de faire en sorte que l'industrie reste sur notre territoire? Évidemment, le combat pour l'industrie, c'est un combat existentiel, non pas seulement pour la France, mais pour l'Europe. On le voit avec la guerre commerciale américaine, on le voit avec ce qui se passe du côté chinois. Avoir une industrie forte, c'est être souverain. C'est ne pas dépendre du reste du monde, et donc c'est évidemment une priorité. Depuis 2017, et les chiffres restent vrais, chaque année, nous avons réussi de nouveau à créer des emplois industriels, alors que pendant plus de 10 ans auparavant, nous en avons systématiquement détruit. Donc ça reste une priorité. Et non, l'échec, comme vous dites, n'est pas du tout total. Nous continuons de soutenir. Mais là, on parle de sidérurgie. Dans la sidérurgie, vous savez qu'il y a 3 enjeux. Il y a un enjeu mondial. Nous sommes en surcapacité d'acier dans le monde, notamment parce qu'il y a beaucoup de dumping de certains nombres de pays et des surcapacités, notamment en Chine. Vous avez un enjeu européen. Ce sont nos réglementations qui sont nos réglementations. Et vous avez vu, un énorme paquet a été proposé par la Commission européenne sur le sujet, ce qui amène d'ailleurs à une forme d'incompréhension aussi au niveau européen de cette décision. Et puis vous avez des enjeux français, on en a parlé précédemment, le coût du travail, comment on redonne des capacités d'investissement et comment on ne fait pas peser aux industriels et aux actifs le coût d'un modèle social qu'il nous faut réformer. Et des contraintes écologiques parfois excessives. Également. Il y a un élément clé qui arrive l'année prochaine, qui est ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Pourquoi? De dire, si nous, on a des normes et qui coûtent cher et qui, effectivement, font que notre acier est un peu plus cher, eh bien, il faut que l'acier qui arriverait d'ailleurs dans le monde et qui, lui, ne se verrait pas imposer ces normes, eh bien, il y a un correctif de prix pour qu'on se remette dans un cadre de concurrence loyale. C'est le combat d'Éric Lombard, c'est le combat de Marc Ferracci, c'est le combat du président de la République, très fort d'ailleurs depuis ce qu'on a appelé l'agenda de souveraineté industrielle européen. Nous ne dévierons pas. Et je laisse ensuite le cas particulier des négociations et des décisions qui pourraient être prises avec Arcelor. Vous savez que l'État, dans certaines situations, se fait rembourser les aides, considérant que si le contrat qui avait été... Vous allez demander à être remboursé ? Je n'ai pas aujourd'hui le fin mot de l'histoire. Je ne sais pas vous dire exactement quelle est la teneur des discussions, si c'est un départ sec, s'il y a des emplois derrière recréés. Donc je préfère vous parler de choses existantes. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu, déjà dans le passé, des situations où, quand les contrats mutuels ne sont pas remplis, il y a des remboursements. Donc c'est quelque chose que vous étudiez déjà ? Je ne l'étudie pas. Ce que je peux vous dire, c'est que l'État n'est pas faible. L'État n'est ni faible pour se réindustrialiser, ni faible dans son rapport aux entreprises. Nous sommes dans un cadre qui est à la fois mondialement très complexe. Nous avons beaucoup de nouveaux moyens européens que nous voulons voir être efficacement déployés. Et nous avons un cadre français qu'il nous faut, améliorer, mais aussi faire respecter. Et donc je laisse à Éric Lombard, à Marc Ferracci et à l'ensemble du gouvernement qui se charge des questions d'industrie et d'énergie, le soin de pouvoir expliquer dans les prochains jours comment, sur ce sujet, mais comme sur beaucoup d'autres, nous ne dévions pas
de notre volonté d'avoir de l'industrie en France. Mais alors, Mathieu sur le plan Bocoté. d'analyse, qu'on comprenne bien, plusieurs nous disent, chez les industriels notamment, les normes environnementales européennes sont à ce point contraignantes qu'elles limitent notre capacité de croissance et notre capacité industrielle. D'autant qu'ailleurs dans le monde, on ne s'impose pas de règles semblables. Vous l'avez évoqué. Est-ce que l'Europe n'a pas la tentation, et la France n'a pas la tentation quelquefois de se surcharger de normes environnementales qui, à terme, vont plomber son industrie tout simplement? Il y a deux choses. Il y a, est-ce qu'on fait des choses qui sont une surcharge et qui n'ont pas d'effet? Ça, il faut le supprimer. C'est-à-dire, si on fait des normes et des normes qui ne réduisent pas vraiment notre empreinte environnementale, des normes et des normes qui ne réduisent pas vraiment notre capacité à moins polluer, il ne faut pas le faire. Maintenant, il y a un élément quand même qui s'appelle le changement climatique. Et ce changement climatique, je pense qu'on peut quand même tous bien voir que c'est plus du tout une fiction scientifique. C'est le cyclone qui rase Mayotte. C'est les événements, les inondations dans le Pas-de-Calais l'année dernière. Ce sont des événements climatiques majeurs qui déjà aujourd'hui nous coûtent très cher. Mais si on achète notre Oui, acier en Inde, mais précisément, l'effet sur le c'est climat pour sera ça le que même. je vous ai parlé du mécanisme d'ajustement carbone aux Ouais. frontières. C'est-à-dire, OK, si d'autres pays ne mettent pas en place des normes utiles, eh bien nous allons faire augmenter le prix de ces produits qui C'est viennent pas trop d'ailleurs. tard, Mais- ça arrive pas Et trop ça, tard. ça arrive l'année prochaine. Le fait que ça arrive l'année prochaine, c'est le fruit d'un combat acharné de la France depuis 10 ans. J'ai eu la chance d'être ministre des Affaires européennes. Et qu'en attendant, l'industrie. Mais parce elle que nous avons disparaît, réussi, l'industrie, de nous l'acier. avons réussi à convaincre tous nos partenaires européens que la naïveté qui considère à dire nous allons être plus vertueux que les autres, mais nous allons commercer librement, c'est ce qu'on appelait de la naïveté européenne. Cette naïveté n'avait plus lieu d'être. Et donc oui, nous avons des normes, et je suis d'accord avec vous, si elles sont pénibles, lourdes, mais in fine inefficaces, c'est pas la peine de les avoir, mais si elles sont importantes et qu'elles ont des effets, notamment sur nos émissions de CO2 ou sur la protection de la biodiversité, alors dans ce cas-là, c'est ce qu'on fait. Mais On dit, voilà, on rétablit la concurrence loyale. L'efficacité, est-ce que c'est pas cette idée que l'Europe, la France prendraient à leur charge exclusive la lutte contre le changement climatique, quand l'Inde, quand la Chine, quand d'autres endroits dans le monde ne prennent pas vraiment cette Pas responsabilité? à partir du moment où, à vos frontières, vous faites ce mécanisme d'ajustement. À partir du moment où vous dites, voilà, quand vous accédez à ce marché de 450 millions d'Européens, quand vous voulez avoir nos ressources, nos investissements, notre argent, eh ben vous vous conformez à nos normes, quel que soit l'endroit où vous avez produit. C'est pour ça que ce mécanisme d'ajustement, il est essentiel et il est particulièrement important dans l'acier, où on sait que c'est un des secteurs où il aura le plus d'effets visibles, directs, dans les prochains mois, les prochaines années. Mais j'aimerais aussi vous dire quelque chose. Aujourd'hui, on voit, aux États-Unis notamment, énormément, vous avez vu, d'incertitudes normatives. Vous avez beaucoup d'industriels qui disent eux-mêmes qu'ils sont totalement perdus parce que certains voyaient comme un immense mouvement de libération, c'est ce que disait M. Trump lui-même, un immense mouvement de déréglementation qui allait être bénéfique au business, aux entreprises. Aujourd'hui, ces mêmes chefs d'entreprise américains se tournent vers l'Europe. Ils nous disent, c'est vrai que vous avez plus de normes, mais vous avez l'air stable, vous avez l'air prévisible, vous savez où vous allez, et les réglementations que vous mettez en place ont un sens. Je ne dis pas que tout est formidable. D'ailleurs, vous avez vu que la Commission européenne elle-même a proposé de simplifier et de, dans certains cadres, retirer des normes. Mais je pense que le fait que nous ayons une boussole, que nous ayons des valeurs, que nous défendions l'environnement, que nous défendions l'égalité entre les hommes et les femmes, que nous défendions la Donc biodiversité, vous attendez une Montchalin. migration de l'industrie américaine vers ce l'Europe. que je peux vous dire, c'est Je que comprends bien. si vous regardez les marchés boursiers, si vous regardez les paroles des plus grandes entreprises mondiales aujourd'hui, beaucoup se tournent vers l'Europe en disant, au fond, peut-être que vous avez un coût du travail un peu plus cher, peut-être que vous avez un peu plus de normes, mais le fait que vous soyez prévisible, que vous soyez stable, est en soi un immense gain pour l'industrie. Donc je ne dis pas que c'est merveilleux et que tout va se faire en un jour, mais ce sont des choses sur lesquelles nous devons, nous aussi Européens, être conscients de nos forces, Amélie de être Montchalin. conscients de qui nous sommes et ne pas nous laisser embarquer dans une spirale de découragement. Amélie de Montchalin, un mot sur ce que nous venons de vivre cette semaine, la disparition du pape François, ses obsèques hier, et puis vous parliez de Donald Trump. Il y a eu cette image forte, presque invraisemblable, à la basilique Saint-Pierre, avec Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Est-ce un motif d'espoir, cette rencontre? Hier, on peut voir les images ici sur CNews entre le président américain et le président ukrainien. D'abord, j'ai une pensée pour les catholiques, parce que c'était un moment, je crois, important et émouvant pour tous les catholiques du monde. Ce que cette photo nous montre, c'est qu'il y a certes la logique des puissances. Les États-Unis sont une grande puissance. Parfois disent certains même des logiques d'empire. Et puis, il y a quelque chose qui, pour moi, est toujours très précieux, c'est qu'il y a aussi la logique des hommes, la logique humaine. Quand Donald Trump et Zelensky prennent le temps de se retrouver dans un lieu qui était assez improbable, personne, je crois, n'avait imaginé que ça se produise, mais prennent le temps de se parler, de s'écouter,
et que ce qu'il en ressort, c'est probablement un dialogue de vérité sur ce qu'est la réalité de la souffrance du peuple ukrainien, de ce qu'est la réalité des attaques que ce peuple vit tous les jours, et qu'en ayant cet échange, peut-être que Donald Trump a pris conscience, comme l'a dit le président de la République, que Poutine fait surtout aujourd'hui œuvre de mensonge plus que de sincérité dans les actes et les paroles qu'il prononce, eh bien, il faut y voir, oui, je crois, un espoir. Après, nous ne sommes pas dans la diplomatie que dans l'espoir et l'incantation, nous sommes dans l'action. Et vous avez vu que le président de la République, avec notamment ses collègues britanniques et européens, sommes très, très mobilisés pour qu'aucune solution en Ukraine ne se fasse sans les Européens et qu'aucune solution ne se fasse sur le dos, au fond, de ce combat pour la liberté qu'ont mené les Ukrainiens. Je veux rappeler une chose parce qu'il y a aussi beaucoup de fake news. Je le rappelle, celui qui a été agressé dans cette affaire, c'est bien le peuple ukrainien. Et que nous rappelions cela, et je pense que cet échange, cette photo, ce moment, eh bien, si ça remet de l'humanité dans le dialogue des nations et parfois de ce que certains appellent les empires, je pense que c'était une bonne nouvelle. Amélie de Montchalin, pour conclure très brièvement, la succession du pape François se prépare, peut-être avez-vous la foi. Qu'espérez-vous pour l'Église catholique? Quelle personnalité aimeriez-vous voir élu pape? Je ne peux pas, évidemment, en tant que ministre, vous donner d'avis sur une organisation spirituelle et religieuse. En revanche, il y a une chose qui m'a marqué dans peut-être ce qu'a fait le pape François, c'est qu'il y a un sujet où il n'était pas du tout attendu, qui était l'écologie, et où je pense que par les mots qu'il a choisis, la manière dont il a approché le sujet, il a eu un impact bien au-delà avec son encyclique bien connue Laudato Si, bien au-delà du monde des croyants. Et donc, je pense qu'il est utile que dans notre monde, il y ait des voix, des hommes, des femmes, qui puissent aussi créer, vous voyez, certains points de repère universels sur des sujets qui nous concernent tous. Et l'écologie, je crois, pour le pape François, en a été un très bon exemple. C'était le grand rendez-vous d'Amélie de Montchalin, ministre chargée des comptes publics. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir accepté notre invitation. Très bon dimanche à l'écoute d'Europe 1 et sur CNews.